Salut Guillaume, enchanté. Salut, comment ça Comment va? tu Bah, vas? enchanté, ouais. Bah, Ouais, très bien, et toi? Sous le bah très soleil bien. niçois, qui fait apparemment il n'y a pas tant de soleil que ça, tu disais juste avant. Là, il y a du soleil, mais quand même, il fait froid. Ah, C'est juste que je suis un peu fiévreuse, donc je suis en tenue légère. Mais sinon, ça va bien. ouais. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Solo to CEO. Permets-moi aussi de te présenter, Guillaume, si tu veux bien, Ah bah oui, oui, avec ce que j'ai retenu de toi. Donc, tu entreprends maintenant depuis 8 ans. Tu as commencé comme vidéaste freelance c'est et ça, tu as évolué vers un modèle d'agence de production vidéo. Et exactement. il y a 3 ans, tu as rencontré donc ton associé. J'écoutais un de tes extraits de podcast où tu disais que c'était ton âme sœur Ah professionnelle. ouais, J'adore. Antoine, donc avec lequel tu as fondé Vidéopreneur, qui est un c'est podcast ça. sur le business vidéo. Et donc, tu t'adresses aux vidéastes et à ce titre, vous accompagnez les vidéastes à vivre confortablement de leur activité. Exactement. Bah, j'aurais pas dit mieux. Voilà, parfait. D'accord, ok. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que vous proposez aux vidéastes qui vous suivent? Nous, ce qu'on leur propose, c'est vraiment une offre transformatrice qui a trois axes majeurs qui vont être l'accompagnement personnalisé, la communauté, pour nous qui est très important, et bah, le côté contenu également. Donc en gros, quand tu rentres pour expliquer, tu as un coach pendant 6 mois qui va te suivre avec 6 rencontres, 3 rencontres de groupe par semaine, avec chacune des thématiques différentes. Une rencontre qui est très appréciée de tous les gens qui rentrent, c'est la prospection en gang, on appelle ça. Donc en gros, on est dans un call, un Zoom là, comme ça. On est plein et bah, toi, par exemple, Aurélia, t'appelles. Il y a une liste de numéros, t'appelles. Ton objectif, c'est poser un rendez-vous. Avec Antoine, on est dans l'appel, on va t'orienter, on va te dire, pose cette question, voilà comment traiter cette objection, on va essayer de t'aider. Et après ton appel, tout le monde va faire un feedback. Puis après, c'est à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et le record aujourd'hui en 2 heures, il est de 22 rendez-vous. Voilà, et très régulièrement, il faut aussi des défis prospection. Là, actuellement, quand on parle, on est en défi prospection avec tous les vidéopreneurs, avec des points. Voilà, quand tu poses une date, t'as un point. Quand tu fais un rendez-vous, t'as des points, enfin, ainsi de suite. Et l'équipe qui fait le plus de points gagne. Ah, génial. Donc, Donc, au début, c'est comme ton accompagnement, dès le départ, c'est comme un accélérateur pour les accompagner dans la prospection, pour trouver leurs premiers clients. ouais, alors, c'est pas forcément la prospection, mais aujourd'hui, dans la prestation de service, quand tu veux développer ton activité, la prospection reste le meilleur levier. Bah, tu vois, demain, tu te mets à prospecter, dans 6 semaines, max, tu as des résultats en fait. Ne Oui, quand tu vis pas de la vidéo, bah, au lieu de te casser la tête à faire du contenu ou faire je sais pas quoi, tu devrais plutôt t'orienter sur la prospection parce que ça va te donner des données clients, ça va te donner énormément d'informations. Donc, c'est pour ça que nous, on oriente pas mal là-dessus au début. Et après, des questions de structure dont on va parler ici, mais. Voilà, pour les gens qui font 100 000, 150 000 euros et plus, il y a des questions de bien structurer sa boîte en termes financiers pour leur permettre de déléguer, ainsi de suite, quoi. d'accord, très bien. Et ouais, je te rejoins là-dessus, la prospection, même si tout le monde redoute un peu ça, ça reste le moyen le plus court, le plus rapide Ah pour oui. avoir des clients. La stratégie de contenu, c'est bien, mais c'est une stratégie plus long terme. Mm. Oui, et c'est long terme quand tu sais la faire. Parce que souvent, les gens qui font du contenu, C'est vrai. ils tapent complètement à côté. Donc, en fait, ils peuvent faire ça 10 ans s'ils veulent. Ça Ouais, donnera zéro. exactement. Oui. En plus, il faut être bon. C'est ça, il faut être bon dans la stratégie de contenu. Il faut se former, clairement. Il Ouais, faut se former. ouais, Donc, clairement, c'est que tu tapes à côté des problèmes, ça marchera pas. c'est ça. Et puis, faut quand même avoir un peu des notions aussi en copywriting, hein. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais un minima quand même. Ouais, c'est clair, mais bah ça va dépendre. C'est-à-dire que je pense que si tu tapes un problème juste, même si ton copywriting il est pas ouf, en vrai, ça va Ouais, quand même parler à ta cible. La prospection, et surtout par téléphone, ce qui est intéressant, c'est que t'as la personne au bout du téléphone, en fait, justement. Donc, t'as pas besoin d'être le meilleur pour alpaguer son attention, parce que tu l'as au bout du téléphone, donc il va te dire des trucs, des infos, des problématiques, et tu vas pouvoir rebondir sur ce qu'il te dit pour avoir vraiment des données qui vont te permettre de faire un bon contenu derrière. clairement. Et justement, en termes de prospection, ce que tu leur conseilles dans ton accompagnement, c'est plus la prospection téléphonique, c'est d'avoir le prospect au téléphone. En termes de temps investi versus résultat que tu vas obtenir, c'est de loin la meilleure façon de faire. Un téléphone ou visio, je sais pas si c'est Bah, Parce qu'en fait, là, quand je dis téléphone, c'est que tu appelles des gens qui attendent pas ton appel. C'est-à-dire que tu chopes leur numéro via des outils, Lucha ou quoi, ou même tu appelles un standard directement.
Et c'est ça que j'appelle prospection téléphonique à froid. Donc en visio, ça préconise que tu as déjà un rendez-vous, quoi. Ça Voilà, c'est présuppose, ça. pardon, que tu as déjà un rendez-vous. Alors que là, par téléphone, c'est je t'appelle toi, t'attends pas mon appel, en fait. Et je vais essayer, mon objectif, ça va être de placer un rendez-vous. Et nous, Yes, c'est ça qu'on leur conseille de faire. trop bien. Et Voilà. après, donc la suite, c'est leur apprendre tout simplement à rentabiliser leur activité, à en vivre pleinement, à peut-être à scaler vers un modèle agence comme toi tu l'as fait. Qu'est-ce que... Bah, là, ça va dépendre des objectifs de chacun. Il y a pas mal de gens, enfin des vidéastes qu'on accompagne, eux, ils veulent rester seuls pour avoir ce côté créatif. Ouais, Et en fait, nous, ce qu'on permet, c'est de permettre de coexister les deux casquettes, qui vont être l'entrepreneur et le oui, créateur. ouais, le Aujourd'hui, technicien. beaucoup de vidéastes qui nous rejoignent, ils ont une casquette créateur très, très développée, mais pas forcément entrepreneur. Ouais, le côté Mais expert. l'inverse, ouais, c'est ça exactement. Mais l'inverse, faut aussi faire attention. Si tu n'as que le côté entrepreneur, mais tu n'as plus le côté créateur, c'est aussi nocif. Donc après, ça, c'est au bon vouloir de chacun. Il y a des gens qui veulent effectivement évoluer en modèle agence. Quand tu passes en modèle agence, ton job évolue. Tu es peut-être un peu moins de créateur, tu es un peu plus manager, tu es plus dans des chiffres, dans des taux de rentabilité, de ce genre de choses. Et il y en a certains qui veulent pas faire ça, ils sont très bien en étant vidéastes, et puis voilà quoi. Mais en tout cas, ce qu'on permet de faire, c'est juste, bah, tu as une compétence aujourd'hui, on se permet de la valoriser auprès d'un client pour que tu puisses à minima en vivre et avoir un salaire plus que correct par rapport à cette compétence, quoi. Yes. Top, 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 top. Et ton Voilà. accompagnement, votre accompagnement, il dure combien de temps? 6 mois. Ouais, 6 mois aujourd'hui. génial. Et c'est que du Voilà. accompagnement de groupe, vous faites pas de one-on-one? Si, quand tu rentres, tu as 6 coachings individuels Ah, avec quelqu'un qui d'accord. va te suivre. On a tout un tas d'outils pour définir ton plan. On fait 2 plans de 3 mois, en fait, avec des objectifs. On va changer l'objectif. Au bout de 3 mois, on va dire est-ce qu'il est atteint, pas atteint. S'il n'est pas atteint, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Enfin, voilà, pour aider à prendre du recul. Puis le groupe, c'est plus pour le côté communautaire. Et bah, typiquement, quand tu parlais de la prospection, on peut t'expliquer toute la théorie de la prospection, mais à un moment donné, il faut décrocher son téléphone et le faire. Et souvent, c'est là où les vidéastes, ils ont toute la théorie, mais ils bégayent quoi, au début. Donc, quand Tu tu es en m'étonnes. groupe, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action, en fait. D'accord. Donc, Ok. Tu veux dire quoi, ces mises en situation que vous faites en groupe, c'est plus facile? bah ouais, parce que toi, tu te prends une bâche et il y a tout le monde qui est là. Bon, bah c'est bon, on en rigole, quoi. Et quand C'est tu clair. gagnes, on est tous avec toi, on fait ouah, trop fort et tout. Et enfin, nous, on a gamifié le truc. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous, on met une cloche. Donc, l'idée, c'est de battre un record. On fait des rencontres en présentiel tous les trimestres. Et on appelle ça des VP Awards. Donc, c'est des trophées qu'on donne suivant ce que tu as fait. Et il y a le truc, c'est le tonton flingueur, tu vois. C'est la personne qui a pris le plus de rendez-vous dans la période des 3 mois. Et Trop tout le bien. monde va avoir ce trophée-là, donc tu vois, ils y vont, quoi, tu vois, ils y vont à fond. Et on a eu des transformations, des gens qui vraiment avaient du mal à mettre verbe, sujet, complément à la suite, et qui tout d'un coup sont devenus des machines de guerre de prospection, en mode ils font trois appels, ils ont 2 rendez-vous, quoi. C'est génial. Ah, j'adore le concept. Trop bien. Ah, voilà. Mais bientôt sur YouTube, il va sortir la vidéo de la dernière grande rencontre. On a fait réaliser tout un documentaire et tout. Et on était 70 vidéastes et c'était un truc de malade. Franchement, c'était trop bien. Et là, l'approche, bon, on en fait tous les trimestres. Alors, Trop bien, trop bien. Et d'ailleurs, c'est un concept que tu pourrais développer sur d'autres cibles autres que les vidéastes, parce que typiquement, il y a d'autres profils comme moi, où on n'est pas forcément bon en prospection, bah, ça serait bien d'avoir ces ouais. compétences-là. Ouais, non, Ouais. clairement, on y a déjà pensé. Après, nous, on a une attache à la vidéo avec mon associé Bah, parce bien sûr. que mon associé était passionné vidéo. Moi aussi, c'est le milieu où je suis. Mais alors, je suis dans un coworking. Combien de fois j'aide, mais là, tu parles de toi, mais moi, j'aide des boîtes qui ont 10 salariés à mieux vendre, tu vois, qui sont à l'ouest total d'un point de vue de prospection. Bah, tiens, je vais faire un instant pub. On est en train de faire un podcast en ce moment avec mon associé qui vient de sortir, là, qui s'appelle Business Bar, où on parle de tous ces sujets-là adaptés à toutes les cibles. Donc, vous pouvez regarder Business Bar. On va mettre les liens, j'imagine. Bah ouais, ouais, Donc ça pourra clairement. t'intéresser, je pense. Ouais, ouais, super. Bah écoute, ouais, j'adore en tout cas le concept. Et d'ailleurs, en parlant de ton associé, comment donc tu l'as rencontré? Comment t'as rencontré Antoine? Comme tu dis, Alors, ton âme sœur professionnelle. c'est particulier. En fait, à la base, quand je faisais ce business pour aider les vidéastes, j'étais tout seul. Et à l'époque, ça s'appelait Vidéaste Freelance. Voilà, donc je fais ça de mon côté, tout seul, et bah, pour apprendre un petit peu toutes ces logiques de tunnel de vente, liste mail, tout ça que j'avais pas forcément, j'ai pris une formation de Marketing Mania. Je sais pas si ça te parle. Ça me Et dit rien.
Ouais, c'est un gars qui faisait des formations, bon, qui est un peu à l'ancienne hein, maintenant, mais à l'époque, il était vachement en vogue. Donc, je me forme là-dessus et tout. Et en fait, je savais pas qu'à à Montréal, donc littéralement à 6 000 kilomètres de chez moi, il y a quelqu'un qui, en même temps, a eu la même idée. On se connaissait pas. Et lui, il a créé un truc bah, qui s'appelait Business Bar, d'ailleurs, à l'époque. D'accord, Et, bon, bah forcément, on monte en audience tous les deux, et vient le moment où je me rends compte qu'il existe, et lui se rend compte que j'existe. Et hasard, il est dans la même formation de Marketing Mania. Et il pose une question sur le forum qui était à l'époque. Du coup, je le contacte et je lui dis, bah voilà, on fait le même truc, quoi. Faudrait peut-être qu'on discute, qu'on voit. Et on s'est vachement bien entendu. On avait cette vision-là de... En fait, ce qui est trop bien avec Antoine, c'est qu'on n'a pas d'ego. Alors, dans le sens où on est toujours au service du projet. Donc, pour faire le meilleur projet possible pour les vidéastes, bah, valait mieux qu'on soit ensemble versus qu'on soit tous les deux de chacun de son côté, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est d'abord engagé sur un podcast qui s'appelle Les Vidéopreneurs. D'ailleurs, si on écoute le podcast, je crois que c'est le 5e épisode, Antoine est invité sur le podcast. C'est pas son podcast, c'était mon podcast à l'époque. d'accord, Et on s'engage après sur, bah voilà, on va faire 5 épisodes ensemble, on va voir si on va aller plus loin. On a fait 5 épisodes, ça a bien fonctionné, on en a fait 5 autres, ainsi de suite. Puis après, bon, jusqu'à aujourd'hui, au final, après, on a fait une offre ensemble. Au final, aujourd'hui, les vidéopreneurs, c'est devenu nous deux. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est sur une formation en ligne, en fait. Et je l'ai rencontré en vrai, genre un an après qu'on travaillait ensemble, quoi, un truc comme ça. ouais. Et comment, du coup, au moment où vous êtes associés, comment vous avez défini vos rôles à chacun? Ça s'est fait Alors, naturellement ou vous êtes allé un petit peu à tâtons en testant? non, ça s'est vraiment fait naturellement. C'est pas un truc que je recommanderais forcément, mais en fait, ça dépend. Parce que comme nous, on est né d'un petit projet qui était juste un podcast, Oui, il n'y avait pas besoin de définir plein de rôles, quoi. Je pense que ça s'est fait naturellement et c'est toujours compliqué de dire ça parce que dans l'idéal, tout est cadré, tu vois, forcément. Mais comme tu crées quelque chose, tu fais des tests, tu vas à droite, à gauche, machin, bah finalement, euh, voilà, faut juste que les deux soient au service du projet, et ça s'est fait naturellement, et du coup, là, quelqu'un a pris ce process-là, puis après, moi j'en ai pris un autre, ainsi de suite. Et c'est que, en fait, que très récemment qu'on s'est vraiment structuré en mode, toi t'es responsable de ça, moi je suis responsable de ça, yes. voilà quoi. Ok, donc ça, on va en parler après. Et quelle est votre vision avec votre entreprise aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez aller? Euh, Avec les vidéopreneurs, en fait, pour moi, plus personnellement, les vidéopreneurs, ça a été un peu une revanche sur mon passé de vidéaste freelance, justement. Ou quand je me suis lancé en tant que vidéaste freelance, je me suis dit, je pense que ce que plein d'indépendants se disent, bon, ben, je vais parler un peu à la personne à droite, je vais parler à gauche, j'en parlerai à ma mère, j'en parlerai à l'ami de ma mère. Allez, dans 6 mois, j'en vis, réglé. Alors, tu commences à faire ça, t'en parles à droite, à gauche, ainsi de suite, puis tu te rends compte que, ah, ouais, ça, c'est pas aussi automatique que ça, tu vois, c'est... Et qu'il y a une compétence qui est indispensable, qui va être la vente. Du coup, moi, je me suis formé un peu dans le dur à une époque où il n'y avait pas autant de ressources qu'aujourd'hui. Et la vision, ça a été tout simplement de dire, ben vas-y, moi, je veux plus qu'un seul vidéaste se pense que ça, c'est la réalité. Notre rôle et notre vision, c'est de faire bouger les gens. C'est de se dire, euh, voilà, la réalité, c'est celle-ci. Alors, tu bouges avec nous ou sans nous, mais tu avances. Tu restes pas dans un mirage. Donc, nous, l'objectif à terme, c'est que tous les vidéastes connaissent l'existence des vidéopreneurs, passent par nous ou pas par nous, mais ils savent que la bonne voie pour eux, c'est celle-ci. C'est la voie de devenir un entrepreneur. Donc, nous, notre vision, c'est celle-ci. Trop bien. Et quelles sont vos intentions, vos désirs pour l'année 2025? Est-ce que tu peux nous les Ouais. partager? Bah nous, alors, on a un objectif, bon là, ça va être très chiffré, mais un objectif de chiffre d'affaires, objectif d'augmentation de la lifetime value client, mais plus globalement, euh, d'un point de vue personnel avec Antoine, on a eu beaucoup ce questionnement, bah, avec un coach d'ailleurs, de plus être dans le besoin, mais dans l'envie. Tu vois, genre, pas ce qu'on a besoin de faire, mais ce qu'on a envie de faire. Ouais, Et par exemple, au sein du mastermind des vidéopreneurs, on a des ambassadeurs, qui sont les gens qui représentent le plus les valeurs des vidéopreneurs. Et des fois, on se dit, bah voilà, on aimerait se dire, on part, on fait un genre de voyage tous ensemble, et, euh, et puis on vit ce truc-là. Alors, c'est pas rentable en soi, mais on a envie de faire ça, tu vois. Pareil, là, les grandes rencontres, on veut step up et faire un truc de malade mental.
l'année prochaine, en mode on loue un méga lieu, on est plein, il y a une grosse soirée après, enfin tu vois, des trucs comme ça où il y a un DJ, il y a des intervenants, enfin. Et ces trucs-là sont pas forcément rentables, mais ils sont plus dans le côté envie. Donc l'année 2025, c'est plus sous ce truc-là. D'accord. Développer un peu plus aussi de présentiel et de fun dans vos événements aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Ok. Et donc toi, personnellement, à quel moment quand tu étais vidéaste freelance, tu as senti pour toi qu'il était temps de changer de modèle et de passer, comme tu l'as dit, à un modèle agence? Hmm. Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs? Ouais, bon, déjà, premièrement, je pense que quand je me suis lancé, enfin, assez rapidement, pour moi, c'est assez logique qu'il va falloir déléguer, ou en tout cas, voilà, il y a plein d'éléments qui sont des éléments déclencheurs. Bah, le chiffre d'affaires que tu génères déjà, tout simplement, bah, surtout quand tu es dans une prestation de service où tu vends principalement ton temps, parce que quand tu sois vidéaste, bah, OBM ou la prestation de service comme ça, tu vends ton temps. Donc, il y a une équation qui est très simple, c'est ton temps, c'est égal à ton revenu. Imaginons que tu travailles 30 heures par semaine, bah, le seul moyen, tu peux pas travailler 300 heures par semaine pour faire x10. C'est pas possible. Donc, le seul moyen que tu as de croissance, c'est de recruter quelqu'un qui lui aussi va travailler 30 heures et d'investir ses heures le mieux possible pour faire accroître ton revenu. Le deuxième élément que tout vidéaste d'ailleurs rencontre, c'est le manque de compétences. Demain, il y a un client qui arrive, fait bah salut, j'ai un projet 3D, machin et tout. Ok, moi je sais pas faire de 3D, donc il va falloir que je trouve quelqu'un qui sache le faire. Et, euh, et un signe déclencheur, je pense, de ça, c'est de se dire, bah, si un expert peut faire en 1 heure ce que toi tu fais en 10 heures, bah délègue en fait. Et je sais même pas pourquoi on est en train de parler, de te poser des questions. Et je pense, un des troisièmes éléments à considérer, c'est ce que j'appelle la charge mentale. C'est que quand tu as un agenda, tu sais, par exemple, je sais pas, t'as une tâche, et te prend 1 minute. Payer les prestataires, tu vois. Mais en fait, Mhm. ça te prend 1 minute de temps et peut-être beaucoup plus de charge mentale. Parce qu'il faut y penser, tu y penses, ouais, faire, merde, faut que je paye machin et tout. Et par conséquent, quand tu le délègues, tu retrouves cette sérénité pour, euh, pour aller régler des plus gros problèmes. Tu vois, le truc, c'est de se dire, voilà, tu vas pas passer ton temps à régler des problèmes à 10 euros, tu vas aller régler des problèmes à 10 000 euros. Ton C'est ça. temps, en majorité, il doit être sur des problèmes à 10 000 euros, pas à 10 euros. Donc, je te dirais un petit peu ça, ce qui m'a drivé. Et en fait, assez naturellement, quand tu fais de la croissance, bah, tu te dis comment je vais aller plus loin et tu arrives très, très vite, ah, bah, il faut que je délègue, quoi. Tout à fait. Et toi, quand tu étais freelance, ça a été tout de suite, t'as eu des facilités à avoir des clients? Ça, Non. ça, ça a été une croissance, on va dire comme ça, ou il y a eu des hauts, des bas? Ça- je te dirais, ça a été, voilà, bon, je vais l'expliquer, ça a été très plat. Et à partir du moment où j'ai compris que, là, je vais dire un truc de ouf, hein, mais que la compétence que tu vends, c'est le moins important, et que le plus important dans l'entrepreneuriat, ce qui est valorisé, c'est la vente, quelle que soit l'étape d'ailleurs où tu es dans ton ascension entrepreneuriale. Le rôle du freelance, du CEO, c'est de se dire comment je fais rentrer un maximum de chiffre d'affaires. Point barre. La compétence, elle s'achète au pire, hein. C'est pas très important. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça et je me suis formé réellement à la vente, bah, c'est là où ça a décollé, en fait. Donc, déjà, après, avec tout l'état d'esprit de, effectivement, bah, freelance, enfin, comment l'état d'esprit de déléguer, de structurer plus tard. Mais même les trucs de structure et tout, en fait, si tu sais vendre, on s'en fout un peu, tu vois, ça arrive plus tard, en fait. Je C'est connais des ça. potes, ils ont des boîtes dans la tech, des startups, ils ont 20 salariés, il y a zéro structure, quoi. Enfin, Oui, voilà. Et puis à un moment donné, tu connais le modèle croissance, chaos, structure, etc. Ben, à un moment donné, oui, mhm. la croissance, elle va créer du chaos. Donc à un moment Mhm. donné, c'est là où tu vas commencer à structurer un peu ta boîte. Ouais. Donc, mais tu peux pas effectivement structurer et être en croissance en même temps. C'est difficile à faire les deux en même temps. Ah ouais, non, c'est clair, hein. Donc, tu le fais vite fait, tu fais le 80%, ça te prendra 20 minutes, et le dernier 20%, c'est le truc qui est le plus long à faire. Voilà, mais après, je pense que si jamais t'as pas compris qu'il faut vendre, tu vas continuer à faire soit stagner. En fait, tu le remets à la chance, quoi. C'est le bouche à oreille, c'est de la chance. C'est ça. Un système prédictible, bah, il faut que toi, tu mettes les mains dedans et que bah, tu saches le faire, en fait. Exactement. Exactement. Et du coup, on en revient au rôle de chacun, à ton rôle à toi, Guillaume et Antoine. Donc, comment vous êtes répartis vos rôles dans l'entreprise? Qui fait quoi Bah, aujourd'hui? aujourd'hui, on a des responsabilités. Donc, lui, il est plus responsable du produit, disons. Donc, c'est-à-dire que le pôle coaching, tout ça. Et moi, je vais plus être responsable de l'acquisition-vente. Euh, donc, tout ce qui va être bah, faire rentrer du lead, en gros.
Mais après, bon, chacun, voilà, nos trucs se croisent aussi. Je peux des fois gérer les coachs et lui va gérer le pôle de closing qu'on a aujourd'hui et qu'on a développé. Mais grosso modo, en fait, on est deux personnes, mais en vrai, on n'est qu'une personne, tu vois, parce que, en fait, c'est juste que on challenge notre vision. Je dis, voilà, ça, c'est ma vision, c'est quoi ta vision à toi? Il va me dire, ouais, mais ta vision, elle est pas bien parce que ta. Je dis, ah ouais, c'est vrai, il a pas tort. Et lui aussi, il a fait une erreur, je vais lui signaler. En fait, en étant dans ce duo-là, on prend de bien meilleures décisions. Et un truc dont je me suis rendu compte, bon, il y a un petit moment, c'est que ce qui fait qu'une entreprise a vraiment de la croissance, c'est la qualité de décision que chacun prend. Et quand t'es deux, bah, ta qualité de décision, elle est vachement améliorée. En tout cas, si tu as le bon process et tu le fais toujours en bonne intelligence, quoi. clairement. Donc, c'est un peu compliqué de répondre sur le rôle de chacun, mais le En rôle n'est tout pas cas, vous êtes. clairement défini. Mais je pense que c'est toujours dans l'intérêt du projet. Aujourd'hui, d'un point de vue vraiment organigramme, Antoine va plus gérer le côté accompagnement. Bah, tu vois, par exemple, là, le défi, je parle d'un défi prospection, il a drivé de A à Z. Et moi, je vais plus gérer le pôle closing, le closing, toute la technique back-end un petit peu de l'entreprise, les automatisations, le CRM, euh, comment c'est qui fait quoi, l'acquisition de manière générale, tout ça, quoi. D'accord. Ok. Ouais, vous êtes vraiment complémentaires. Et aussi, Ouais. tu peux prendre facilement le relais sur ce que lui fait. Enfin, vous avez vraiment les compétences sur tous les Ah pôles. oui. Voilà. Oui, demain, Antoine, si moi je m'en vais, il peut faire ce que je fais et je peux faire ce qu'il fait s'il s'en va, quoi. Hmm. Ok. Heureusement d'ailleurs. Et quels sont les aspects spécifiques de ton entreprise que tu as choisi de déléguer? Comment tu t'y es pris? Qui est-ce que tu as recruté en premier? Comment vous avez pris ces Ouais. décisions? Euh, c'est une bonne question. En fait, je pense que déjà, le premier truc à préciser, c'est que c'est le prisme par lequel il faut prendre cette décision. Tu vois, c'est que déléguer, surtout dans l'environnement un peu infopreneurial, tout ça, il y a un peu un côté, je veux me libérer la tâche, je veux pas la faire, j'aime pas la faire, donc je vais la déléguer. Et je trouve que ça, c'est pas forcément une bonne façon de voir les choses. La bonne façon, c'est de dire, je dois déléguer au service de ma croissance. Euh, C'est ça. Donc, ça, c'est le premier point. C'est de se dire, quand je délègue, il faut avoir des notions de rentabilité. Qu'est-ce que je vais chercher en déléguant la tâche? Deuxième point, c'est que chaque tâche qu'on garde pour soi, on ralentit l'entreprise. Dans l'idée, tu fais aucune tâche en fait. Toutes les tâches opérationnelles sont déléguées à quelqu'un qui va les faire mieux que toi en plus. Et toi, tu es plus dans ce mécanicien qui regarde la voiture et qui dit, bon, bah, là, on va régler le filtre à huile, on va mettre la vidange, ainsi de suite, quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, si tu passes 5 heures sur des problèmes à 20 euros, tu t'empêches de passer 5 heures sur des problèmes à 10 000 euros, en fait. C'est un choix, mais bon, c'est pas forcément le meilleur choix. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point qui, je pense, est important, c'est que pour déléguer correctement, faut, faut d'abord cartographier. C'est-à-dire, faut savoir exactement comment marche la boîte. De l'acquisition à la livraison, j'ai une vision très claire de la personne, elle passe par là, elle fait ci, elle fait ça, nanana. Euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette cartographie-là, cette carte, c'est un vrai GPS, quoi. C'est le Waze de la croissance, tu vois. T'es là, t'es au point A, tu te dis, bah, je fais 100 000 € annuels. Si je veux faire 1 million et que tu as bien cartographié, c'est méga facile, hein. Très, très facile. Bon, ça, et l'autre point que j'avais dit, d'ailleurs, on en parle souvent avec PB, c'est plus tu vas maîtriser tes chiffres, plus tu vas maîtriser justement un peu le destin de ton entreprise. Et parce que le business, ça reste des maths, hein. C'est un nombre de leads pour un nombre de calls pour un nombre de ventes. Augmente les leads, t'augmentes mathématiquement les ventes, hein. Euh, et du coup, quand tu as tout ça, quand tu as un petit peu cette logique, ça devient très facile en fait de recruter parce que la première étape, c'est de lister un peu toutes les tâches. Nous, c'est ce qu'on a fait. Tu prends un Google Doc, dès que tu fais un truc, tu dis bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu as grosso modo quatre pôles de tâches. Tu as livraison, acquisition, vente et opérationnel, tu vois. En gros, n'importe quel business entrepreneurial, tu peux le segmenter en ces quatre pôles, puis tu regardes. Une fois que tu as listé un peu toutes les tâches que vous faites pour tourner la boîte, bon, tu peux poser aussi une question, bah, qu'est-ce que je peux supprimer purement et simplement qui fera aucun effet? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, tu peux aller un peu plus loin, c'est ce qu'on a fait nous, c'est tu prends Canva, là, tu prends le tableau illimité et tu cartographies. Tu dis, OK, le client, il rentre là, il se passe quoi? Il rentre par où déjà? Par YouTube. Ah d'accord, donc il voit une vidéo YouTube, il tombe sur cette page de vente, sur cette page de capture. Cette page de capture, il a telle page. Après, il rentre dans telle automatisation. Puis après, il achète, et puis machin. Et tu peux tout cartographier comme ça va te donner une bien meilleure vision en termes de chiffres de ce qui est rentable. Une fois que tu as ça, bah, c'est très facile, hein. Les premières tâches à déléguer, pour moi, c'est les tâches où le retour sur investissement il est disproportionné, quoi. C'est-à-dire que
Imaginons que t'as une chaîne YouTube, tu fais une vidéo par mois et tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires. Mais il se passe quoi si tu fais 4 vidéos par mois, du coup? Une vidéo par semaine? Bah, théoriquement, on peut estimer que tu fais x3. Un monteur, ça vaut pas 200 000 euros. Donc à partir de là, bah, tu as un rapport qui est disproportionné. C'est des premières tâches qui doivent être déléguées, quoi. Euh, donc avec ce type de pensée, ça devient assez facile. Et quand tu as cartographié en termes de chiffres ce qui est ta boîte, bah, c'est assez simple de tout simplement dire là, je fais 100 000, par exemple, pour reprendre cet exemple. Si jamais je dois faire 500 000, donc 5 fois plus, ça veut dire que je dois générer 5 fois plus d'appels et traiter 5 fois plus d'appels. Si jamais tu fais du coaching, il y a 5 fois plus d'élèves. Et en fait, tu vois vite où ça va bloquer. Tu te dis, ah bah, tant de chiffre d'affaires, j'ai trop d'élèves, donc il me faut un coach. Ah, tant d'appels, il y a trop d'appels, je peux pas les gérer, il me faut un closer. Et en fait, tu peux anticiper les problèmes, recruter quand tu n'as pas besoin, mais quand tu vas avoir le besoin. Comme ça, tu peux bien former les gens, tu as le temps, t'es pas pressé et t'as un truc qui tourne, quoi. Donc voilà, je te dirai un petit peu tout ça. C'est comme ça que nous, on a fait pour créer la structure et déléguer. C'est ça. Et oui, comme tu viens de le dire, déléguer quand tu n'as pas encore forcément besoin et pas quand tu es sous l'eau et que tu arrives, t'as plus le temps finalement de déléguer. Parce qu'il y en a Bah oui, beaucoup qui se retrouvent au pied du mur, ils sont déjà sous l'eau, ils se disent, oh là là, il faudrait peut-être temps que je délègue, mais c'est là au moment où c'est trop tard. Mm. bah c'est ça, c'est que les gens, ils veulent de la magie, en fait. Ils veulent quelqu'un qui connaît pas la boîte, qui... En plus, on parle d'infoprenariat, c'est-à-dire que c'est une micro-niche dans l'entrepreneuriat, avec des codes un peu spécifiques. Donc là, tu demandes à quelqu'un qui soit opérationnel comme ça, euh, parce que tu veux déléguer du temps, et ça, c'est très compliqué, quoi. Exactement. Donc bon. Les délégations, au début, c'est sûr que ça prend du temps avant qu'il y ait un retour sur investissement et sur le temps aussi que ça va te libérer. Mm. Ouais, et il y a retour sur investissement si tu as bien calculé la rentabilité. Parce que des fois, quand tu investis, bah, tu dis je délègue, je sais pas, du customer care. Mais en fait, il se trouve que le customer care, il t'apporte absolument rien. Bon, bah, tu t'en rajoutes juste une charge bêtement, là. C'est ça. Ou même, je sais pas, tu délègues les miniatures Instagram et tu te rends compte que si tu les supprimes, en fait, ça fait zéro différence. Bon, Ouais, bah, mais ça, faut le clairement. savoir. Qu'est-ce qui fait un Oui, impact et c'est pas forcément simple. C'est pour ça que le rôle du CEO, le premier, c'est d'avoir en cette chiffres. vision. Ouais. Ouais, tu sais qu'en chiffres, on te dit, ouais, c'est quoi ton seuil de renta 2025? Tu dois me répondre du tac au tac, tu vois. Mm, mm, mm. Non, mais c'est bien Voilà. que tu précises, c'est très intéressant cette approche vraiment stratégique en termes de cartographie, de chiffres, parce que Mm, on- pas tout le monde raisonne comme ça, tu vois. Ils vont tout de suite, il y en a qui vont se dire, OK, je vais déléguer en priorité ce que je n'aime pas faire, ce qui me prend du temps, et là, boum, voilà, je délègue ça, et comme ça, je pourrais me concentrer sur ce que j'aime vraiment faire, ce qui me fait kiffer. Mais le fait d'avoir cette approche-là mm. comme toi, je trouve que c'est une approche très smart aussi et que pas tout le monde a. Donc, merci en tout cas de l'avoir Non, partagé. c'est mais c'est cool là que tu parles de ça parce que c'est un peu le passage entre CEO, parce que bon, c'est le nom du podcast, et solopreneur. C'est vraiment ce truc-là de passer de faire à diriger C'est ça. et permettre aux autres de faire. C'est ça le rôle du vrai CEO, c'est pas de faire en fait. Mm, L'agenda mm, du CEO, il est vide, hein. Enfin, théoriquement. mm. Ouais, Parce qu'il doit juste se concentrer sur les process et permettre aux autres de faire, justement. yes. Est-ce que tu avais une appréhension à déléguer? Parce que c'était ta Alors, première. je sais pas Non? pourquoi, avec Antoine, on n'en a jamais eu. Genre, moi, du coup, j'ai le problème inverse. C'est-à-dire que moi, je peux déléguer méga facilement à n'importe qui, tu vois. D'accord. Parce Et que pas dans je le pense qu'avec Antoine, micromanagement, parce qu'il y en a qui ont peur, tu vois, de déléguer leur bébé, leur entreprise, certains aspects. Comment toi tu gères ça? ben, je comprends cette peur et je comprends pourquoi ils l'ont. Mais en fait, avec Antoine, comme je disais au début, nous, on est toujours au service du projet. C'est-à-dire que moi, nous, on n'a pas d'ego, tu vois. Genre, c'est ce qui marche très bien dans les vidéopreneurs d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été nos clients et qui aujourd'hui ont pris une place importante dans les vidéopreneurs, qui brillent, peut-être même plus que nous, en fait. Mais nous, on s'en fout. Moi, je m'en tape, en fait, que les gens brillent plus que nous, tant que c'est au service du projet. Et donc là, le truc de déléguer, bah, ça, je trouve que c'est beaucoup l'ego qui parle quand les gens disent ah, je fais mieux que la personne. En fait, en réalité, ils font pas mieux que la personne, tu vois. Ils veulent faire mieux que la personne, donc ils mettent les règles dans lesquelles eux font mieux. Ce qui est ce C'est qui est un ça. peu un biais. Et, euh, et je pense que vraiment la bonne logique à avoir, c'est quoi la décision qui va au service du projet, tu vois. Et quand tu es vraiment au service du projet et pas au service de ton ego, c'est là où tu as plus cette appréhension vraiment à déléguer. Yes. Sauf à des définitifs, hein, tu délègues, ça marche pas, tu changes, et puis voilà. Oui, tout à fait.
Et justement, comment vous avez constitué votre équipe? Quels sont les principaux éléments aussi que tu recherches chez tes collaborateurs? Le premier point qui est ultra important pour nous, et je pense qu'il est important pour n'importe quelle boîte, c'est le savoir-être. C'est de recruter sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire. C'est pas parce que quelqu'un il est pas ouf dans la tâche qu'on va lui dire que ça fait un mauvais élément. Alors que le savoir-être, tu pourras difficilement lui apprendre, quoi. Euh, donc ça, c'est le premier point. Il faut que ton process, il teste le savoir-être. Donc c'est pour ça que les CV, les lettres de motivation et tout, t'oublies, ça sert à rien. Les entretiens d'embauche, c'est pareil, tu vas juste recruter des gens qui sont bons en entretien d'embauche. Tu vas pas recruter des gens qui vont être compétents pour le poste que tu donnes. Donc le premier process, c'est celui-là. Moi, j'ai un process qui teste quasiment que le savoir-être, en fait. Premier, bah, je peux le donner, hein, je peux le donner si tu veux. Ah Ouais. bah ouais, ouais, avec plaisir. La première étape que je fais quand je fais une annonce, c'est je fais bon, forcément une sorte de fiche de poste, quoi, de ce qu'on attend en termes de compétences et tout. Et je dis, si tu postules, il faut que tu marques tel mot, genre un mot à la con, genre éléphant, banane, un truc comme ça. Du coup, tous les gens qui postulent, qui mettent pas le mot, c'est qu'ils ont pas lu. C'est que déjà, allez, ça. Ah oui, Bah pas ouais, mal. c'est Ouais, con, j'aime tu bien. vois. En vrai. Deuxième truc, c'est un questionnaire. Je fais un questionnaire avec plein de questions assez générales. Et en fait, je veux juste regarder à quel point la personne s'est cassé la tête pour répondre aux questions, tu vois. S'il me met trois mots, trois phrases et machin, pareil, c'est pas sectionné. Ensuite, donc là, j'ai toujours pas rencontré les gens. Ouais. Troisième truc, c'est un projet test, où je vais tester la personne sur un projet, effectivement, qu'elle va être amenée à avoir régulièrement. Donc, si c'est du montage, je vais lui dire, bah, monte-moi ce Reels, tu vois. Euh, et voilà ce que j'attends en termes de résultats. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'en fait, je m'en fiche si la personne, elle arrive pas tout à fait au résultat, tu vois. Je vais regarder à quel point elle s'est cassée la tête pour arriver au résultat. Donc, par exemple, je prends un exemple, souvent les Reels que nous, on va monter, on utilise un outil qui s'appelle Submagic, qui est payant. Cet Ouais. outil, il y a une version d'essai, tu vois. Si la personne, elle a même pas pris la version d'essai pour juste faire le test, je me dis, voilà, versus quelqu'un qui a pris la version d'essai, je me dis, ah ouais, la personne, elle est quand même loin pour faire ça. Et là, ça me donne à quel point la personne va se donner pour le poste, tu vois. Et après, là, en fonction des gens qu'il y a, là, je les rencontre. Et c'est marrant parce que des fois, je rencontre des gens, je me dis, mais jamais je t'aurais pris si je t'avais rencontré au début, en fait. T'es tellement pas à l'aise dans une visio que je me serais dit, mais non, t'es trop nul. Et en fait, alors que la personne, c'est la meilleure dans le savoir-être, en fait. Et en Ouais. faisant ça, on n'a jamais eu d'erreur. D'accord. Et dans ton petit questionnaire, je sais pas, c'est un Tally, Google Form, c'est un Bon, c'est questionnaire. en Google Form. Voilà, tout simple. Et est-ce que tu leur demandes, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai vu aussi notamment dans la Team Squared, qui demandent, tu sais, des petites vidéos de présentation. Est-ce que, tu sais, une petite vidéo, Ouais, mais ça induit en erreur en fait. Je trouve que si tu vas trouver des. Parce qu'en fait, ça dépend ce que tu recrutes. C'est sûr, si tu recrutes un closer, tu vois, ça peut être pertinent. Par contre, si jamais tu recrutes un monteur vidéo, bon, bah, qu'il sache bien parler face caméra, c'est pas une compétence que j'attends de lui. Donc, à partir de là, ça induit en erreur. Et en fait, ton esprit, tu vas voir quelqu'un qui présente bien, qui est bien, tu vas dire, ah, il est pas mal. Sauf que, en fait, c'est pas du tout le critère que tu recherches, quoi. Donc je ouais, trouve que ça dépend le poste, il faut juste voir, quelle que soit l'étape que tu fais, si elle est cohérente par rapport à ce que tu recherches. ok. Et donc, à partir de là, une fois que tu reçois donc les réponses à ton formulaire, vous recevez combien de candidats? Non, en général, t'en as pas, je sais pas, quand tu vas faire un truc, tu vois, bon, moi en général, il y en a une dizaine, un truc comme ça, tu vois. D'accord. Ça dépend les postes. Après, Oui. moi, je sélectionne une dizaine et puis voilà, je pars de là, quoi. D'accord. Donc, tu reçois quand même 10 personnes en entretien. Ah non, pardon, ah d'accord, je pensais au questionnaire. Non, Ouais, non, quand shortlist. j'arrive, Ouais. Hmm. quand j'arrive, que je rencontre les gens, on est max 3. D'accord. Ok. Donc, tu as fait quand même ce travail de Ouais, ouais. shortlist Oui, par oui. rapport à ce qu'ils ont répondu sur le questionnaire. Ok. Non, mais déjà, l'étape 1, vous perdez 90% des gens. Et il y a plein de gens, ils lisent pas, ils postulent, ils lisent pas. Ouais, 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 Surtout carrément. depuis qu'il y a ChatGPT et tout. Oui, ouais, ouais. Bon, en tout cas, je retiens cette petite astuce de commenter éléphant. C'est Ouais, c'est ça. pas mal, c'est pour Éléphant, voir, effectivement. banane, Ouais. tu mets un mot à la con, fenêtre. Ouais, carrément. Bonne idée. Très bonne idée. Et donc, du coup, aujourd'hui, ton équipe, il y a qui? Il y a qui comme... il y a des vidéastes? Alors, Vous avez qui? on a. Alors, putain, merde, j'ai pas préparé la question. Parce que à chaque fois, on me pose la question et tu sais que intuitivement, comme ça, je peux pas te dire on est combien. Donc là, il y a deux. On est deux closers. Euh, attends, je vais pas, je vais dire tout ce qu'il y a, je vais pas les compter parce que. Hmm. Donc là, il y a deux closers.
une monteuse vidéo. Euh, Il y a trois coachs. Une personne pour Calliope, tout ça, là. OBM, ingénieur son pour le podcast. Et j'espère que j'oublie personne. Voilà, je crois que c'est ça à peu près l'équipe vraiment régulière. Et après, bon, à la marge, il y a des freelances qui interviennent sur des petits points. Genre là, on est en train de déléguer pas mal des miniatures, des trucs comme ça. Mais... Ah oui, Les ouais, non, pardon, appels. non, je suis con. On a recruté, là, on est en train de recruter aussi une équipe pour YouTube pour gérer toute la prod. Avoir une prod vraiment quali, quoi. Ah, top. Et tu as une OBM, mais t'as pas de VA, d'assistante virtuelle? Ah ouais, enfin, alors, moi, pardon, je te dis OBM, mais elle fait tout l'opérationnel. Donc, en fait, c'est peut-être une assistante virtuelle, en fait. Enfin, en C'est-à-dire, fait, est-ce que... Ouais, vas-y. non, mais en fait, les termes OBM et tout, machin, j'ai l'impression que suivant à qui tu demandes, ils ont pas la même définition, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui fait toutes les tâches opérationnelles et qui, là, va être amené peut-être à gérer toutes les relations avec les prestataires, en tout cas certains pôles. Euh, et donc, en gros, lui, que ça passe soit par Antoine ou par moi, ça passe par elle, voilà. Mais sauf D'accord. certains, le pôle vente, donc closer, typiquement, il n'y a pas d'intermédiaire, ça passe directement par nous, quoi. Ok. C'est vous qui avez formé vos closers? Vous êtes passé par une agence? Non, non, on les a formés, alors c'est des anciens élèves Ah, euh, très bien. qu'on Ok. qu'on a eu. Et comme nous, on forme des vidéastes à bien closer quelque part, Oui, c'est des gens qu'on a pris ici. Et c'est des gens qui incarnent vraiment aussi les valeurs des vidéopreneurs qui habitent à Toulouse, donc on se voit régulièrement, c'est même devenu limite des amis, quoi. Encore une fois, d'accord. avec un savoir-être énorme. Ouais, ouais, top, 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 top. Et au niveau de la gestion de vos projets, justement, comment vous gérez, comment tu t'organises avec l'équipe? Alors, WhatsApp, la suite Google, point barre. Google Sheet, t'as tout sur Google Sheet, tu peux tout faire. Donc nous, on a juste par exemple, pour le podcast, le process, il est très simple. Il y a un Google Sheet, il y a les épisodes. À chaque fois, le nom de l'épisode avec le numéro, il y a le lien vers le dossier. L'ingé son, il va régulièrement regarder. Voilà, à intervalles réguliers, il met le podcast et voilà. Et nous, on le poste. Enfin, l'OBM ou nous, ça dépend, ben, on reprend le podcast et hop, le met en ligne tous les jeudis. Et c'est toujours des process tellement. C'est pour ça que des fois, c'est dur de répondre combien de personnes, parce que tous les trucs sont tellement asynchrones et je parle tellement jamais, sauf à certaines personnes, que c'est ultra automatique, quoi. Tu vois, Et du coup, comment vous organisez avec les équipes? Vous avez des réunions? Vous avez des rituels avec des réunions, une réunion mensuelle, par exemple? ouais. Ou, Ça dépend lesquels. Effectivement, l'équipe closing, on n'a pas de réunion, mais on parle tout le temps. On s'échange des techniques, ouais, j'ai eu un appel avec machin, parce qu'il y a plein de trucs, genre, je sais pas, faut relancer truc, tac, vas-y, mais je pense que si c'est toi qui le relance, ça va optimiser pour la vente, donc on se parle tout le temps, on se donne des techniques, des trucs, voilà, donc on a un groupe WhatsApp. Là, on pensait justement faire peut-être une petite réunion, mais juste pour partager les wins, en fait, dire, voilà les wins cette semaine, où est-ce que tu as besoin de moi, ce genre de choses. Le pôle coaching, vu que là, il y a trois coachs, on a une réunion, effectivement, mensuelle bah, juste pour que les gens parlent entre eux déjà et voilà, échanger un peu sur bah, c'est quoi les sujets en ce moment, ce genre de choses. Mhm. Euh, et là, effectivement, ce qu'on voulait faire, c'était une réunion mensuelle avec toutes les équipes pour que tout le monde parle en fait, parce que par exemple, l'OBM, elle a jamais parlé à un closer. C'est- et des fois, c'est pour éviter que les gens soient isolés et voir un peu toute l'équipe et que tout le monde se parle pour que tout le monde sache qui est qui. C'est ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réunion. Il y a juste avec mon associé, on a deux réunions. On a une réunion le lundi matin et le vendredi en début d'après-midi. Bah, lundi matin, on se dit voilà, c'est quoi les priorités cette semaine, sur quoi tu vas bosser et compagnie. Et le vendredi après, bah, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, tout simplement. D'accord. Et, euh, et pas de réunion avec ton OBM slash VI. C'est tout en asynchrone. Ouais, c'est ça, c'est tout asynchrone. On a un. Groupe WhatsApp et on discute là-dessus. Tu sais qu'avec D'accord. WhatsApp, tu fais des vocaux, enfin, tu sais, en vrai. Bah oui. Ouais. Ok. Et pour la gestion de projet, comment tu fais du coup pour assigner des tâches et des deadlines, etc. Comment vous gérez ça Ouais. sur... Bah, en fait, c'est toujours Google Sheets, en fait. Moi, c'est, par exemple, pour le montage vidéo, bah, il y a alors, montage vidéo qui est très défini parce que la personne, elle monte juste les reels de nos podcasts. Et du coup, bah, en fait, je mets le reels. Il y a le prix, enfin la deadline. Elle télécharge le truc.
Et après, il y a juste un truc, genre, est-ce qu'elle m'a envoyé la facture ou pas, et est-ce que c'est payé ou pas, quoi. Et D'accord. avec le où est-ce que où est-ce que ça en est dans le process. Si moi, je vais aller regarder, est-ce qu'elle est en train d'aller dessus, est-ce qu'elle a pas pris en charge, tout est marqué, quoi. Voilà, tout simplement. Ok. Tu mets des deadlines quelque part quand même pour Ouais, savoir à chaque membre il de y a ton une équipe? deadline. Moi, je lui dis, il faut que je sois rendu avant tel moment. Voilà. Donc, il y a une deadline dans le fichier Google Sheet, en fait, tout simplement. D'accord. Et tout ce qui est vos systèmes, vos process, pareil, c'est répertorié sur un Google Sheet pour que les gens On puissent a, se référer à leur process. Comment vous gérez ça? alors, on a deux choses. Il y a, alors, le truc, c'est que les gens, ils ont le process, enfin, ils ont accès au process dont ils ont besoin. Donc, on a un Notion avec juste qui est la bible de tous les process, voilà. Ça, c'est le premier point. Et pour nous, on a cette fameuse carte Canva, là, où il y a tous les process. Par exemple, j'ai l'acquisition, j'ai du webinaire, bah, il y a process webinaire, boum. Donc, si jamais mon associé, il veut savoir comment créer un webinaire, il y a là-dessus. Il y a les process des équipes également. Et souvent, c'est des Google Docs. Enfin, ça dépend. C'est sur Notion et Canva, c'est réservé vraiment à l'équipe dirigeante, donc à Antoine et moi, pour avoir la vision d'ensemble. Et après, aux équipes, on va partager souvent un Google Doc avec tous les éléments. Voilà. Et souvent, il y a un dossier Drive, en fait, où eux, ils ont accès. Et il y a tous les Tous les gros process termes. qu'ils ont Ouais. besoin, avec les looms, les vidéos, machin, il y a tous les trucs. D'accord. Et est-ce que c'est la personne qui fait la tâche, qui est responsable de la tâche, qui met à jour le process? Ou est-ce que c'est vous qui avez la main sur la mise à jour des process? Bah, ça dépend. Par exemple, un closer, il a une responsabilité. Donc, lui, il va mettre à jour les process. Le monteur vidéo, en gros, il va respecter juste le process qu'on a donné, qui est déjà très optimisé, quoi. Mais Hmm. effectivement, si jamais il y a un truc qui bloque, nous, c'est ce qu'on dit, bon, c'est la phrase un peu bateau, mais soit c'est un problème d'humain, soit c'est un problème de process. Donc, si le process n'est pas clair, bah, on va juste voir comment on peut le rendre plus clair. Et Ouais. voilà, du coup, Ok. effectivement, ils ont la main sur les process s'il y a besoin de faire une mise à jour. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu bah, les outils, les logiciels qui sont, selon toi, essentiels pour gérer, pour optimiser la gestion de ta boîte? Bah nous, moi, j'aime bien aller au plus simple en fait. C'est-à-dire que les outils, il y en a beaucoup. Il y a des Asana, il y en a, ils ont des systèmes ultra compliqués, machin. Franchement, nous, jusqu'à aujourd'hui, on a tout fait avec Google Doc, Google Sheet et WhatsApp, quoi. Enfin, du coup, 0 € de logiciel pour la gestion, process, tout ça. Après, bon, forcément, tu as des outils, tu as Zapier. Moi, j'adore System.io pour bon, tout ce qui est tunnel de vente et compagnie. Ouais. Voilà, bon, après, là, tu sors un peu du scope. Euh, des process Oui. et de la gestion, quoi. Mais en gros, pour les équipes, nous, on n'a pas de vrai logiciel D'accord. adapté. Franchement, Google Sheet, ça fait tellement le taf, quoi. Oui. Complètement. Mhm. Et voilà, pour les clients, pour qu'ils puissent régler, vous passez par Stripe, vous passez Ah par... oui, oui. Ouais, Stripe, voilà. on est la plateforme de formation, c'est Teach Easy. Donc, en fait, il y a le truc de paiement via Stripe là-dessus. Mhm. Voilà. Donc, nous, c'est Et les là-dessus. factures, vous avez mis un système pour les générer automatiquement? Ouais, une assistante virtuelle. Bah, en fait, Ok. ça dépend parce que si jamais tu as un paiement, c'est facile de la générer automatiquement. Mais nous, Oui. on est CPF aussi. Donc, en fait, en étant CPF sur une offre, D'accord. tu sais, il y a EDOF au milieu là qui bloque. Donc là, il y Et a oui. zéro automatisation possible. Et oui, oui. Enfin, s'il y a des outils en vrai qui existent, mais bon, on les utilise pas. Ils sont méga chers en plus. Et c'est juste pour faire une facture. Enfin, c'est vite fait. Donc, nous, on a Time, qui est l'outil bancaire Ouais. qui est avec Très notre bien. expert comptable. Et puis voilà, de temps en temps, bah, on fait les factures à chaque fois manuellement. Mais bon, c'est un truc, je pourrais même pas te dire comment ça marche, tellement je n'en ai pas fait depuis longtemps, quoi. Ok. Et est-ce que, bah, je suppose que, comme tu l'as dit au départ, tu as mis en place des KPI, donc des Ouais. indicateurs clés de performance. Est-ce que tu peux nous partager peut-être les 3, 5 KPI que tu suis le plus? Ouais, nous, enfin, en fait, en vrai, j'en ai deux ultra importantes. Et le reste, je les suis, mais c'est pas très important, tu vois. La première, c'est la lifetime value client. Donc moi, Ouais, c'est simple, j'ouvre le dashboard, j'ai lifetime value client. Tac. L'objectif de l'année, c'est de la faire monter. Parce que plus elle monte, moins tu as besoin de clients. Et la deuxième, justement, en fait, il y en a deux combinés en une. T'as eu le commerçant là, tac, tac, de deux, on passe à trois. Euh,
La deuxième, c'est le nombre de clients cumulés dans l'année, indépendant des offres qu'ils ont prises. Et l'autre, c'est je suis censé avoir combien de clients à cette date pour respecter mes objectifs. Donc moi, j'ai trois objectifs, tu vois, le fameux bien, mieux, waouh, Oui. et qui calcule automatiquement, bah là, on est en semaine 4. Tu es censé avoir rentré tant de clients, et moi, j'ai le réel, je suis à combien de clients? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut le mettre en liaison avec la lifetime value. Je te donne un exemple, imagine, tu as une lifetime value de 1000 et tu as rentré 10 clients. Si jamais ton objectif c'était de rentrer 20 clients, mais avec une lifetime value à 500, bah en fait, tu es dans les temps. Parce que tu vois, t'as deux fois plus de. Ils payent deux fois plus en moyenne, donc voilà. Donc tu mets un peu en lésion, mais ça, c'est vraiment les deux trucs que je vais regarder parce que si ça, tout est indexé là-dessus en fait. Si jamais j'ai une lifetime value qui est plus haute que celle que j'avais mise initialement et un nombre de clients qui est plus haut que celui que j'avais mis initialement, c'est-à-dire que je suis au-delà de mes seuils de rentabilité, je suis en train de faire du bénéfice, enfin, tout découle de ça en fait. Ça fait que D'accord. deux variables à regarder. Ok, ok. Je t'ai pas posé la question, mais est-ce que vous faites des ads en Ouais. complément de votre stratégie de contenu? Ouais, ouais, d'ailleurs, en fait, genre, les ads, c'est. Encore une fois, genre, pour moi, le rôle du CEO, comme je viens de le dire, c'est créer la machine, importance, on va dire 5, faire de l'argent, importance 200. Donc, les ads, c'est de la vente. C'est le truc principal. Même, franchement, aujourd'hui, tu es obligé de faire des ads, en fait. Genre, je sais même pas comment les gens se disent, ouais, je vais faire du contenu et machin et tout. Nous, pour te donner une ordre d'idée, on faisait du contenu. Et ça marchait très bien, tu vois, on faisait, je sais pas, je vais donner des chiffres, mais à peu près 15 000 euros par mois, des trucs comme ça. On fait des ads, on a fait des 60 000 euros par mois, tu vois. Euh, Juste en faisant des ads. Ouais, Facile. Donc pour moi, en fait, et c'est un investissement, en fait. Tu mets 1000 aujourd'hui et c'est l'investissement, il est direct, en fait. Tu vas vite voir, hein. Et les ads, en plus, ça teste tes skills marketing. Genre, t'es nul en marketing, t'auras pas de vente, tu vois, c'est sûr. Par contre, t'es un peu mieux en marketing, bah, tu auras des ventes en fait. C'est aussi simple que ça. Alors que le contenu, il y a plein de trucs, tu sais pas trop s'il faut, t'es au mauvais moment, ça n'a pas été mis en avant, enfin, il y a 4000 éléments qui peuvent expliquer que ton contenu n'a pas marché ou fait pas de vente, quoi. Et en plus, les ads, c'est fait pour faire de la vente. Un contenu, c'est ça. c'est pas forcément fait pour ça. Tu fais sur Meta ou vous faites également sur Google? Méta aujourd'hui. Mais D'accord. effectivement, objectif YouTube 2025, ouais. Ok, superbe. Écoute, on arrive presque à la fin de ce podcast. Est-ce Ah que tu ouais. peux nous partager, alors, j'allais dire une semaine type, mais les semaines ne se ressemblent pas forcément toutes hein, chez les entrepreneurs, mais comment tu t'organises tes journées, Comment je etc. m'organise? Donc moi déjà, il faut que moi je fais toujours les mêmes horaires. Depuis D'accord. 8 ans. Tu vois, c'est 8h30, midi, 14h, 16h30, 17h, 18h. Ça se termine vers là. Euh, Entre midi et 2, je vais faire du sport. Je vais courir souvent. Et le soir, des fois, donc moi, des fois, j'ai deux séances dans la même journée, je fais renfort musculaire. Donc, tu vois, c'est toujours fait pareil. Après, ce qui change, c'est ce qu'il y a au milieu. Et en général, moi, le lundi, c'est toujours dédié à, ce que je vais appeler le créateur, quoi. C'est une journée créateur, c'est-à-dire que c'est une journée où je vais faire les analytics, faire peut-être du contenu. Euh, j'ai un agenda assez libre, en fait, qui me permet d'adapter ma journée en fonction. Donc, je vais T'as pas de regarder, premier rendez-vous. truc, Genre, t'as pas de rendez-vous le j'ai pas de lundi, rendez-vous. à part À partir avec de 15 Antoine. heures. À part Ouais, c'est avec ça, j'en ai Antoine. Ouais. à Antoine juste. Et à partir de 15 heures, je peux prendre des calls de vente souvent. C'est ce que je vais faire. D'ailleurs, tous les jours à partir de 15 heures, sauf le vendredi, je prends des calls de vente. Le mardi, c'est l'inverse. J'ai une journée que j'appelle manager. Donc là, ma journée, elle est maximisée en fonction du nombre de meetings que j'arrive à caler, quoi. Donc en général, j'ai 0 minute pour moi. Je fais meeting de 8h30 à midi et 14 à 17h, je suis en meeting. Donc ça va être des fois des accompagnements avec des clients, ça va être répondre à des clients, ça va être appel de vente, tout ce qui peut nécessiter un meeting. Mercredi, bah là, typiquement aujourd'hui, c'est pareil. On est en journée créateur. Donc je cale pas de meeting. Or, des fois, ça peut arriver, hein, j'en cale des fois, mais voilà. Pas à partir de 15 heures, je peux les caler, voilà. Jeudi, journée livraison, pareil, meeting à fond, machin. Donc c'est là où je vais prendre le CRF, je vais pouvoir relancer même des anciens prospects avec qui on a eu des contacts. Je vais voir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Voilà. Puis vendredi, là, c'est assez récent, c'est journée formation, tu vois. C'est une journée où j'ai le rendez-vous avec PB d'ailleurs.
On se fait ce rendez-vous-là, puis j'ai d'autres potes entrepreneurs, on se fait des appels, on essaie de voir un peu, bah, partager nos problématiques, voir comment l'autre peut nous aider, et, euh, et on fait ça. C'est un peu une journée un peu plus légère. Le seul call, enfin, le seul truc que j'ai qui est en lien avec la formation des vidéopreneurs, c'est le fameux truc de prospection, où on aide les vidéastes à prospecter, on est tous ensemble dans l'appel, objectif, prendre un maximum de rendez-vous, voilà, on est là, et c'est toujours marrant, c'est toujours bien détente. Ça, Alors, c'est tous les vendredis que vous tous les avez ce... vendredis. D'accord. Ouais. Ok. Et le week-end, par Voilà. contre, t'es off, tu bosses pas. Alors ça dépend. Le week-end, moi j'aime bien utiliser mon samedi pour faire un projet que j'appelle le 20%. Là, j'ai fait ma semaine sur ce qui marche. Et le Hmm. samedi, je vais faire un pari. Je vais me dire, vas-y, je vais créer une autre boîte, je vais faire un autre truc qui potentiellement sur les années à venir va devenir gros. Mais là, pour l'instant, il faut commencer par un truc petit. Donc j'ai parlé de Business Bar tout à l'heure. On va enregistrer le podcast Business Bar avec Antoine le samedi. Et D'accord. j'ai monté une autre boîte où on fait des cours de guitare en ligne avec mon prof de guitare. Et ça, c'est pareil, je l'ai monté le samedi, tu vois. Et c'est devenu plus gros là aujourd'hui. Donc ça a du revenu. Enfin, je pourrais même en vivre là aujourd'hui. Et c'est pas mal parce que tu utilises, tu te dis, voilà, j'ai que ce jour, cette journée-là. Pour développer Comment ta... je la mets à profit pour ça, voilà. Et le dimanche, souvent, c'est off. Après, bon, moi, des fois, j'aime bien, je sais pas, des fois, j'ai des idées de contenu et tout. Je me dis, putain, j'ai trop envie de faire ça. Je sais pas. Et donc, du coup, je vais travailler le dimanche là-dessus, quoi, tu vois. Oui, voilà, tu t'imposes pas non plus, tu restes flexible. Ouais, Hmm. ouais, ça arrive que je travaille pas, ça arrive que je travaille. Bon, en général, mon perso va toujours passer avant mon pro, mais des fois, t'es chez toi, t'as un peu rien à faire. Bon, c'est bon, t'as joué à ton jeu vidéo, t'as un peu tout fait, tu te dis, ouais, je vais pas rien faire pour rien faire, quoi. Yes, top, 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 Voilà. top. Eh ben, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Waouh, il y en a plein, du coup. Il y en a plein. Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que je peux dire, le premier truc, c'est peut-être de jouer long terme, d'éviter toutes les tactiques court terme, machin, de se dire, OK, quand je prends une décision, elle doit servir le long terme, elle doit servir ma vision. Le deuxième point, et j'en ai assez parlé, je pense, dans le podcast, c'est d'être obsédé par la valeur qu'on crée, euh, sous tous ces aspects. Donc la valeur que je crée pour mes clients, mais moi aussi, comment je fais pour passer des paliers de chiffre d'affaires beaucoup plus importants. Euh, L'autre point, c'est de systématiser tout ce qui peut être systématisé. Donc le plus possible, faire penser en système, en process. Comment je peux répliquer ce truc-là et comment ça peut être pas juste ma mémoire en fait qui fait le process. C'est comment j'ai un truc qui est toujours la même chose et ma mère, elle pourrait faire ce truc-là. Standardiser. Ouais. Voilà. Euh, L'autre truc, c'est se concentrer sur, enfin pas se concentrer justement sur le travail, mais se concentrer sur les leviers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant la décision que tu prends, les effets peuvent être disproportionnés pour le même temps de travail. Donc le rôle du CEO ou de l'entrepreneur, c'est de dire, OK, c'est quoi les effets de levier et comment je peux tout capitaliser là-dessus pour avoir le maximum de gains. Donc il y a des tâches qui vont clairement bouger les aiguilles de ton entreprise, quoi. Il faut savoir les identifier, il faut savoir les faire. Et il y a d'autres tâches qui maintiennent un petit peu le truc en place. Donc voilà, tu vas pas forcément les supprimer, mais en tout cas, il faut savoir identifier là où tu passes ton temps. Si jamais tu passes ton temps sur juste des trucs qui maintiennent ton entreprise et tu n'as jamais aucun effet de levier, c'est problématique. Faut se remettre en question, quoi. Ouais, enfin, après, là, si on continue, j'en ai 10 000 en fait, qui me sont venus. L'autre point, ce serait d'apprendre à aimer les problèmes. Parce que la croissance, ça arrive avec son autre problème. Tu es toujours dans une zone que tu comprends pas, en fait. Là, tu te dis, attends, mais là, par exemple, là, on a fait le pôle un peu closing. Et on a augmenté pas mal les budgets pubs, donc les appels sont moins qualifiés. Ah bah du coup, il faut un process de qualification des appels en amont qu'on peut donner aux closers ou des outils, mais toi, tu l'as jamais fait non plus. Donc, tu es en train de le faire avec eux, tu essaies de voir, et tu es toujours dans cette zone-là. Et je pense que une entreprise, enfin, si quelqu'un veut une entreprise où il n'y a aucun problème, en fait, il veut pas une entreprise qui grandit. Et ça, c'est le fait de croître, ça vient automatiquement avec son autre problème. Et il faut aimer être dans cette arène-là et se dire, vas-y, cool, va y avoir des problèmes et ça va être trop cool, quoi. C'est ça. Quel que soit ce qu'on fait, là on parle d'entrepreneuriat, mais demain tu fais du sport, t'augmentes, tu veux faire des compètes, accéder à des temps, parce que moi je cours des marathons ou des trucs comme ça, et tu vas accéder à certains temps que tu fais pas, il va falloir changer ta manière de t'entraîner, il va falloir s'entraîner plus, faire mieux avec tout le lot de problèmes qu'il y a. Bah, tu vas t'entraîner, des fois tu vas courir 3 heures et il pleut et il fait 5 degrés, tu vois. Bon, t'as jamais fait ça avant, mais t'es obligé de faire ça. Euh,
Et l'autre truc aussi, c'est que ce qu'on appelle des problèmes, je trouve que c'est un peu des déguisements que mettent les opportunités, en fait. C'est que dans le problème, tu as l'opportunité de C'est ça. croissance, l'opportunité de compréhension, enfin tout ça. Et je pense que le dernier point, alors lui, c'est mon dernier point, il est crucial, c'est de s'entourer bien. Il faut pas être avec Jackie du PMU H24, quoi. Il faut être avec des gens qui vous comprennent, bon, premièrement, mais deuxièmement, qui savent, qui sauraient vous conseiller. Donc, soit des gens un peu plus évolués que vous, mais même des fois des gens juste de votre niveau. C'est excellent parce qu'ils sont complètement décorés de votre business, ils ont une vision complètement différente. Et je pense que ton environnement définit clairement les plafonds que tu te mets, quoi. Si tu fréquentes que des gens qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires, bah, bizarrement, tu vas être à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu es à 100 000 euros, fréquente des gens qui font 1 million et vois comment eux, ils pensent. Euh, tu peux pas tout savoir, avoir toutes les techniques, tout ça, mais tu peux t'entourer des gens qui, eux, savent. Et c'est ça qui va te donner la connaissance. Donc, je pense que avoir des mentors, un mastermind, ça peut vraiment te faire prendre un raccourci qui va te faire accomplir en 1 an ce que tu aurais fait en 5 habituellement. Donc, quand il y a des Exactement. investissements, genre, ah, ce mastermind, est-ce que j'ai investi? Ah, c'est cher et tout, ça a un prix élevé, mais enfin, nous, on est rentré dans le 67 là, on n'avait pas la thune, hein. Clairement. On est rentré en mode, vas-y, on s'en fout, de toute façon, on sait qu'on va ressortir gagnant de cette histoire. Et on est complètement gagnant. Et du coup, là, il faut trouver le truc d'après, machin. Et t'as pas de mauvais investissements sur toi, quoi. Quel que soit l'investissement, ça te prend des raccourcis énormes. Moi, je dirais un peu tout ça, quoi. Clairement. Ben écoute, c'est top. Merci beaucoup. Et merci vraiment pour toute la valeur que tu as partagée, Guillaume. Ah Euh, bah, j'espère que ça plaira aux gens. ben oui, oui, j'en suis sûre. Et justement, si les gens ils veulent vous suivre, c'est quoi le meilleur moyen pour entrer en contact avec vous? Bah, sur Instagram, les vidéopreneurs. Ouais, Après, si vous voulez me parler à moi directement, j'ai mon compte, c'est mon compte perso, mais bon, c'est Guillaume, je sais même plus c'est quoi, guillaume.grds, je crois, sur Instagram. Et ouais. si jamais tous ces sujets-là vous intéressent, que vous n'êtes pas forcément vidéaste, mais que vous voulez apprendre de tous ces sujets-là. On a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Business Bar, que vous pourrez trouver, je pense, assez facilement. Et On là, en mettra le plus, il y lien a, également. voilà, on a fait un épisode en studio qu'on va bientôt publier avec bah, des gens qui sont passés dans ce podcast. Amélie, je pense Ah, Steven top. Hertel, Amélie, ouais, Steven Herteler, enfin, je pense pas que ça soit passé. Et Larissa Lorenzoni, et mon associé et moi, qui est, qui est top et qui va bientôt être publié. Donc voilà. Très bien. Bon, ben écoute, en tout cas, super. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Et je te Bah, dis à merci très à toi vite. de l'invitation, c'était trop cool. Super. Merci, à très vite. Ciao, ciao.